Attention, un véritable cri d'alarme nous vient du département de l'Ain. Le syndicat Force ouvrière lance une alerte sur une situation devenue critique. Les agents du service public seraient tout simplement au bord de la rupture. On va regarder ça de plus près pour comprendre ce qui se passe et pourquoi c'est sans doute le symptôme de quelque chose de bien plus large. Rester seul face à la surcharge, c'est s'épuiser 2 fois. Cette phrase du syndicat, franchement, elle dit tout. Elle nous explique que le problème, ce n'est pas seulement la montagne de travail, non. C'est aussi ce sentiment d'abandon qui va avec. C'est ce double poids, celui des dossiers et celui de la solitude qui écrase les agents. Bon, mais alors, c'est quoi ce signal d'alarme concrètement? Il ne s'agit pas d'un simple coup de bourre, d'une période un peu chargée comme ça arrive partout. Non, le vrai souci, celui qui a mis le feu aux poudres, c'est que cette pression, qui devrait être exceptionnelle, eh bien elle est devenue la norme de tous les jours. Donc le constat de Force ouvrière, il est sans appel. La machine tourne en sur-régime, mais en permanence. L'exceptionnel est devenu la routine, l'urgence est devenue le quotidien. Et c'est ce basculement qui s'est fait petit à petit qui a fait sonner toutes les alarmes. Servir, oui. S'épuiser, non. En quelques mots, tout est là. Ça nous dit que les agents, ils sont dévoués à leur mission de service public. C'est une vocation. Mais pas à n'importe quel prix. Certainement pas au prix de leur santé. C'est un appel, simple mais vital. Il faut protéger celles et ceux qui sont au service de la collectivité. Mais alors, concrètement, quels sont les symptômes de ce système qui semble à bout de souffle? Le diagnostic que pose le syndicat est très clair, et ça vaut le coup de regarder les détails pour vraiment saisir l'ampleur du problème. Premier symptôme, et c'est le plus évident, le manque de personnel. C'est simple, quand des postes ne sont pas pourvus, ce sont les collègues qui restent qui doivent compenser, jour après jour, semaine après semaine. C'est un engrenage, un véritable cercle vicieux qui mène tout droit à l'épuisement de toute une équipe. Et comme si ça ne suffisait pas, au manque de bras s'ajoute le reste, le matériel qui n'est pas à la hauteur et la paperasse administrative. Il faut s'imaginer, en plus de courir dans tous les sens, il faut se battre avec des logiciels qui rament et remplir des tableaux de bord à n'en plus finir. La charge de travail devient juste ingérable. Alors attention, le syndicat utilise un terme bien précis, les risques psychosociaux, les fameux RPS. Et ce n'est pas juste un mot à la mode pour dire stress. C'est une catégorie bien officielle qui désigne des menaces très réelles pour la santé, mentale comme physique, qui sont directement liées à l'organisation du travail. C'est du sérieux. Ok, le constat est lourd. Mais du coup, on fait quoi? Ce qui est intéressant, c'est que le syndicat ne se contente pas de pointer du doigt ce qui ne va pas. Non, il arrive avec un véritable plan, très structuré, pour essayer de sortir de la crise. On voit que les demandes sont très larges et touchent à tout. Côté ressources humaines, des recrutements là où ça manque et surtout le remplacement de chaque départ. Pour la santé, un vrai plan de prévention des risques, avec un soutien psychologique accessible. Pour la reconnaissance, de meilleurs salaires bien sûr, et des carrières qui évoluent. Et enfin, des droits fondamentaux, comme un télétravail qui fonctionne et un vrai droit à la déconnexion. Et puis, il y a une demande qui est peut-être la plus importante de toutes, le suivi. Le syndicat est très clair là-dessus, fini les promesses en l'air. Il exige des bilans tous les 3 mois pour vérifier noir sur blanc que les engagements pris sont bien tenus. C'est la base de la confiance en fait. C'est bien beau d'avoir une liste de revendications, mais la question c'est comment on fait pour qu'elles deviennent réalité? Eh bien là aussi, le syndicat a un plan d'action, une vraie stratégie pour passer de la parole aux actes. La stratégie se joue sur plusieurs tableaux. D'abord, on saisit les instances officielles, service par service, pour attaquer les problèmes à la racine. Ensuite, on lance une grande enquête anonyme pour avoir des chiffres, pour objectiver la charge de travail. Après, pour les cas les plus graves, on n'hésite pas à utiliser les outils juridiques, comme le droit d'alerte. Et enfin, et ça c'est crucial, on accompagne individuellement chaque collègue qui est en difficulté. Et tout ça, ça mène à un objectif final qui est très clair, arrêter de gérer les crises au cas par cas dans l'urgence. L'idée, c'est de graver dans le marbre des protections pour tout le monde avec un accord collectif solide qui engage l'employeur sur le long terme. On arrive maintenant au cœur du message du syndicat, le point central de toute leur démarche, la force du collectif. Face à un problème qui est systémique, qui touche tout le monde, la seule réponse possible, c'est une réponse collective. Là, on pourrait se dire, d'accord, mais moi tout seul là-dedans, qu'est-ce que je peux bien faire? On peut vite se sentir impuissant. Et pourtant, la réponse du syndicat, c'est que l'individu est la première brique de cette action collective. Et là, la comparaison est radicale, mais elle est très parlante. D'un côté, quand on reste isolé, on est exposé. Les risques pour la santé augmentent, les solutions n'arrivent jamais, on est vulnérable. Et de l'autre, quand on se met ensemble, la dynamique s'inverse complètement. La solidarité, ça protège, ça accélère les choses et ça transforme des petites voix isolées en une force collective qu'on ne peut plus ignorer.
En fait, l'idée, c'est que la grande action collective, elle se nourrit de petits gestes individuels. Le syndicat donne des conseils très pratiques, noter toutes ses heures, signaler par écrit quand ça déborde, refuser de sacrifier ses pauses. Ces réflexes ne sont pas des détails, c'est ce qui permet de construire un dossier, de documenter la réalité, pour se protéger soi-même et pour donner des armes au collectif. On termine avec cette phase qui est vraiment la clé de tout. Parler, c'est agir. Ça nous rappelle que rompre le silence, ce n'est pas un aveu de faiblesse. Au contraire, c'est le tout premier acte de résistance. C'est ce qui permet de transformer une souffrance qui est personnelle en un problème collectif que l'employeur est bien obligé de regarder en face. Et ça nous laisse avec une question. Et si la solution, au fond, commençait tout simplement par refuser de porter ce fardeau tout seul ?